Stéphane Mbianzi dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation en France dans le domaine de la medtech. Stéphane Mbianzi est né il y a un peu plus de 30 ans au Cameroun. Il fait ses études là-bas à l'Université des Montagnes, à Bangangté, à l'ouest du Cameroun, avant de partir en France pour effectuer des études d'ingénieur. Il est très tôt passionné par les équipements médicaux et choisit l'ISIFC pour se former. C'est là que je l'ai rencontré. D'emblée, Stéphane détonne par sa générosité, sa bienveillance. On est frappé également par son éloquence, sa joie de vivre et une forme de politesse qui confine à l'élégance. Depuis, j'ai eu l'occasion de suivre de près son parcours professionnel, un parcours qui l'a conduit à occuper des postes en lien avec la conformité des produits de santé, mais un parcours aussi résolument tourné vers l'autre, vers le partage, car rapidement, en plus de son activité de conseil pour les fabricants dans le domaine QARA, il va s'investir dans un projet qui lui tient à cœur, YouLearn, YOOLEARN. Il s'agit d'une plateforme de support et de partage d'expériences professionnelles qui a vocation à aider les populations locales africaines à mieux appréhender le monde de l'entreprise. Mais de cela, on va pouvoir en parler directement avec lui. Bonjour Stéphane. Bonjour Florent, alors je suis très content pour cette invitation, très honoré. C'est un super plaisir de pouvoir partager ce moment et merci encore pour l'invitation. Je t'en prie, moi ça me fait plaisir de te retrouver. Alors Stéphane, est-ce que tu peux te présenter à nos éditeurs? Tu es qui? Vas-y, je te laisse la parole. Avec plaisir, Florent. Alors, moi, je m'appelle Stéphane Mbianzi, comme tu l'as dit en introduction. Je suis effectivement originaire du Cameroun. J'ai passé une bonne partie de mon enfance dans ce pays-là. Aujourd'hui, je vis en France depuis un peu plus de 10 ans. Et j'ai développé comme ça une activité professionnelle qui me permet de complètement m'épanouir et qui, s'il faut le résumer, se base sur 2 leviers, un levier santé et un levier éducation. On aura, je pense, l'opportunité de rentrer beaucoup plus en profondeur. Je me définis comme quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui sort de sa zone de confort tout le temps et quelqu'un qui veut continuellement apporter à l'autre dans la vie de tous les jours. Ok. Donc, avant de te retrouver en France, donc tu as fait toutes tes études au Cameroun. Hein, j'en parlais dans l'Université des Montagnes. Tu peux nous en dire un peu plus de cette partie de ce parcours d'étudiant? Tout à fait. Alors, il faut comprendre que l'organisation de l'université au Cameroun repose principalement sur 2 leviers. Donc, on a d'un côté les universités publiques et des universités privées. Donc, en 2007, j'ai été orienté sur le conseil de ma mère pour faire des études à l'Université des Montagnes. C'est une filière qui était à l'époque... C'est privé ou public, l'Université des Montagnes? C'est privé. Sur une filière qui était à l'époque encore méconnue, parce qu'il faut rappeler que l'industrie ou bien le génie biomédical n'est pas si vieux que ça. Donc, je fais mes premiers pas à l'Université des Montagnes. Donc, je découvre cette filière parce que j'étais passionné de la physique et de la biologie. Donc, c'était le juste milieu, l'instrumentation et la maintenance biomédicale. Donc, je vais y passer 3 ans et j'en sors avec une licence en instrumentation et maintenance biomédicale. Donc, dans ce parcours, on apprend l'équipement de A à Z. On apprend vraiment tout ce qu'on peut retrouver en milieu hospitalier et c'est très axé maintenance. Je vais travailler 1 an dans une entreprise à Yaoundé. Donc, Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est là où tu venais? Je suis né à Yaoundé, tout à fait. Donc, je vais y passer 1 an dans cette entreprise où je serai en charge de la maintenance, de l'installation des équipements. Et l'année qui a suivi, c'est quel type d'équipement, Stéphane? Alors, ça va du tensiomètre au scanner. Donc, on couvre vraiment un large spectre d'équipements et généralement, et ça c'est une particularité, on a aussi bien du neuf que de l'occasion. Donc, il y a une forte problématique parce qu'il y a quand même beaucoup d'appareils d'occasion. Il y a une forte problématique autour de la maintenance de ces équipements et c'est justement ça qui a motivé l'Université des Montagnes à créer cette filière pour justement pouvoir améliorer la prise en charge des patients localement. Donc,
Donc là, tu passes une année dans cette entreprise et comment finalement, tu es arrivé à te repositionner et à postuler dans une école d'ingénieur en France? Qu'est-ce qui t'a Alors, motivé? alors, ce qu'il faut noter, c'est que moi, je l'ai dit, hein, je me définis comme quelqu'un d'ambitieux. Donc, en entrant à l'Université des Montagnes, je savais qu'il fallait que je poursuive mes études, que j'aille bien au-delà de la licence. Et le Cameroun n'offrant pas cette opportunité, j'avais commencé à regarder le domaine du génie biomédical dès la première année d'université. Et j'avais vu déjà quelques écoles comme ça qui proposaient cette filière. Et parce que l'année de licence était à cheval, du moins ça ne permettait pas d'aller directement en France ou dans un autre pays pour poursuivre des études. J'ai du coup profité de cette année pour travailler, question de me préparer pour entrer à l'université. Donc j'ai envie de dire que le projet de l'ISIFC, j'étais en première année au Cameroun, mais j'avais déjà l'ISIFC dans le viseur des écoles qui seraient intéressantes ou intéressantes pour moi pour poursuivre des études. Donc, juste après, donc pendant cette année de travail, j'avais postulé et je m'étais arrangé pendant mes années de licence à satisfaire les conditions pour justement être admis à l'école. Ok, très bien. Donc là, on a vu un peu ton parcours d'étudiant. Maintenant, si on parle de la partie professionnelle, à titre personnel, donc à travers les expériences que tu as eues depuis donc ton diplôme à l'ISIFC, notamment auprès de plusieurs entreprises, hein, start-up, PME, ETI aussi, hein, puisque tu étais dans une Tout à ETI fait. pas très longtemps. Comment vis-tu, toi, aujourd'hui, le passage de la transition réglementaire, puisque tu es impliqué, hein, en sachant que la plupart de tes interventions tournent autour de la qualité et de la réglementation. Alors, c'est un passage, du moins la réglementation tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour assurer, hein, bien évidemment, la sécurité, l'efficacité des produits pour, in fine, améliorer la prise en charge des patients. Mais il faut dire que c'est quelque chose qui est très lourd. Okay, c'est vraiment très lourd et ça a plutôt tendance à freiner l'innovation. Mais je pense qu'on est dans une phase d'apprentissage parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, les parties prenantes sont en train d'apprendre et je pense que d'ici 5 à 6 ans, une fois que ce sera bien établi, je pense qu'il y aura comme de la routine, les gens auront un peu plus d'expérience et ce sera moins douloureux. Donc aujourd'hui, comment est-ce que je le vis? Je le vis notamment à travers les différentes missions que j'ai pu réaliser au sein des clients. Tu as cité, hein, ils sont nombreux, de la start-up au PME en passant par les ETI. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui sont déployées pour satisfaire ces exigences-là, qu'on y va un peu à tâtons, parce qu'effectivement, on n'a pas d'expérience. Et on a aussi, malheureusement, beaucoup d'arrêts de produits, parce que c'est consommateur de ressources, les industriels se disent, je vais peut-être arrêter de fabriquer tel produit parce qu'il est moins rentable et tout. Donc, il y a quand même un impact il peut y avoir un impact sur la santé publique, hein, disons-le clairement. Mais je pense qu'avec le temps, c'est-à-dire que dans 5-6 ans, lorsque on aura un peu plus de recul, ce sera beaucoup plus évident pour les industriels, sinon l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il n'y a pas que les industriels, même les organismes notifiés, parfois on a l'impression qu'ils sont aussi à tâtons sur un certain nombre de questions. Donc c'est vraiment un grand changement dans l'écosystème. Et dans ces missions, dans les différentes missions que tu as pu effectuer au sein de ces structures, ces fabricants réglementaires de dispositifs médicaux, quelles sont les activités que tu apprécies le plus? Vers quoi tend ton expertise? Alors moi, je suis très attiré par tout ce qui demande de la créativité. Donc, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que cette réglementation, elle donne l'opportunité d'être créatif, d'être inventif d'un point de vue réglementaire. Donc, ce que j'apprécie, c'est réfléchir autour des stratégies réglementaires, soit pour la mise sur le marché, soit pour le maintien des produits existants, notamment dans la phase de transition. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, les arbitrages, par quelle stratégie on passe. Ça, c'est très, très intéressant. Et aussi l'optimisation, finalement, du système de management de la qualité, parce que suite au règlement, il y a des modifications à apporter. Donc là, est-ce qu'on fait trop de la documentation ou on fait
moins de la documentation, il faut trouver le juste milieu. Et c'est cette partie-là qui me plaît le plus. Alors, ce qui me plaît le moins et qui est malheureusement obligatoire, c'est tout ce qui concerne la veille réglementaire. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce règlement a apporté ou apporte un certain nombre d'éléments. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les NDCG, par exemple. Et il faut être constamment en train d'effectuer sa veille. Donc, effectuer sa veille, ça demande du temps. Ça demande de la méthode. Et ça permet également aussi de pouvoir innover. C'est-à-dire que typiquement, lorsqu'on développe un produit, on a besoin, à un moment donné, de prendre en considération la veille réglementaire pour pouvoir anticiper. Sauf que ce qu'on remarque, et c'est une partie que j'apprécie de moi, c'est qu'on est toujours dans la réaction au niveau de la veille réglementaire. On n'est pas dans l'anticipation. On est dans la réaction. Oui, il y a un nouveau texte. Voilà, quel est l'impact sur le produit existant, mais on n'intègre pas en amont de l'innovation pour pouvoir justement faire en sorte que ça tourne comme avantage. Donc, cette partie-là, elle est très complexe, vu la panoplie de textes qu'on peut avoir, vu le nombre d'acteurs qui produisent des guides ou des référentiels. Donc, c'est une activité que j'apprécie moi et que je sous-traite quand j'ai l'occasion pour pouvoir me concentrer sur, comme je l'ai dit plus tôt, les éléments stratégiques, les éléments d'optimisation, de process et comme ça. Ok. Donc là, on a parlé de la partie dispositif médical, le côté ce sur quoi tu as été formé. Tu as créé YouLearn maintenant il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en parler plus? On l'a évoqué au début de notre entretien. Alors, je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste YouLearn, cette plateforme de partage. Tout à fait. Alors, YouLearn est né de la volonté de pouvoir répondre à l'un des enjeux de développement durable, des ODD. Donc, il y en a 17. Donc, dans les 17, moi, mes piliers reposent principalement sur 3. On a l'ODD 3 qui porte sur le bien-être, la santé. On a l'ODD 4 qui porte sur l'éducation. On a l'ODD 8. Okay. Donc, tous mes projets que je mène s'inscrivent dans cette dynamique. Donc, YouLearn est né de la volonté de satisfaire à l'ODD, l'objectif de développement durable, les ODD 3 et 8, 4 et 8. Okay. Dans 4, on parle d'éducation et en 8, on parle de l'emploi de qualité pour tout le monde. Donc, YouLearn, c'est une plateforme qui vient répondre à un enjeu de montée en compétences dans la société. Mais un enjeu de montée en compétences, du moins, cette réponse se base principalement sur le retour d'expérience. Comment est-ce qu'on peut capitaliser sur les personnes qui ont réalisé des choses pour que ces expériences-là ou ces parcours-là soient mis à profit des gens qui en ont besoin. Et il se trouve que aujourd'hui, on est confronté à un gros challenge au niveau de l'Afrique, au Cameroun aussi en particulier, de compétences. L'idée de YouLearn, c'est de permettre aux gens de pouvoir se mettre en relation pour apprendre mutuellement, parce qu'on peut apprendre des personnes qui sont sur le continent africain, mais on peut également apprendre des personnes qui sont sur le continent européen et vice-versa. Donc, c'était cette mise en relation qui a été la source ou qui constitue la base de YouLearn 24. Aujourd'hui, on est présent au Cameroun. Pourquoi 24, en fait, Stéphane? Pourquoi YouLearn 24? Parce que l'apprentissage est continu en fonction de sa situation géographique. On a 24 heures. Donc, dans les 24, on a toujours une personne qui va pouvoir apprendre des choses. Donc, l'idée, c'est de signifier ou de matérialiser le fait que l'apprentissage reste continu, que ce soit sur le privé ou dans la vie de tous les jours. Et tu as combien de visiteurs, combien de personnes qui viennent sur ton site, là? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Donc, il faut comprendre que et ça, j'ai beaucoup appris dans cette aventure, une fois qu'on a l'idée, l'exécution, entre l'idée et l'exécution, il y a tout un fossé. Donc, l'idée peut être très originale, peut sembler avoir ou apporter de l'impact, mais dans l'exécution, c'est tout à fait, c'est complètement différent. Donc, ce qu'il faut dire sur ce projet, c'est qu'on a connu différentes phases. On a eu de gros soucis techniques
de grosses sociétés techniques du fait des choix qu'on a pu opérer. On a changé plusieurs fois de technologie. Et aussi, on n'avait pas, du moins, l'une des choses qu'il faut relever, c'est que on a été confronté aussi au contexte dans lequel s'inscrivait le projet, notamment au niveau du continent africain. On a eu des problèmes d'accès à Internet, des infrastructures. Donc, aujourd'hui, on a recentré l'activité. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on est dans la santé avec du conseil qu'on fait principalement auprès des industries de la santé. Et dans la formation, on a plutôt une approche terrain. Donc, on s'installe localement dans les pays. On fournit une infrastructure qui permet aux gens de pouvoir se rendre dans nos centres pour justement pouvoir acquérir de la compétence et avoir accès à Internet. Et ceci nous permet de garantir, par exemple, des participations lors de nos ateliers ou de nos webinaires. Donc, en termes de visite, pardon. Tu as eu des aides de la part du gouvernement camerounais ou d'autres, non? Pas de... Non, des soutiens, ce qu'on appelle des soutiens ministériels, comme quoi ils soutiennent le projet, mais des aides d'un point de vue matériel, ressources, non, pas du tout. C'est financé à fonds propres. À fonds propres. Ok, très bien. J'imagine que c'est dans ton parcours professionnel l'expérience qui t'a le plus marqué, l'expérience dont tu es le plus fier, ou tu as d'autres marqueurs comme ça? Alors, je pense que ça fait partie au moins des choses dont je suis le plus fier, parce que je suis complètement sorti de ma zone de confort pour aller résoudre un problème qui est, je pense, très important, notamment pour notre société, parce qu'une personne qui est ignorante est un danger pour la société. Donc, il faut essayer de sortir les gens de leur ignorance afin de pouvoir avoir une société beaucoup plus intègre. Et je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier, notamment quand on voit les transformations qu'on a pu opérer auprès des personnes. Il y a aussi une autre chose dont j'ai été très fier en début de carrière, c'était le fait qu'avec une équipe, on a pu, en 9 mois, obtenir un marquage CE en partant de zéro. Donc ça, c'était aussi une très belle réussite. Très bien. Est-ce que dans ton parcours, il y a des personnes, des gens, qui t'ont influencé, qui ont fait l'homme que tu es aujourd'hui? Oui, il y en a beaucoup. Et je ne vais pas citer des noms, mais il y en a beaucoup. Je pense qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent. On a aussi parfois un peu de chance de rencontrer de bonnes personnes. J'en ai croisé énormément. Je pense que s'ils écoutent le podcast, ils se retrouveront. Ok. Ok. Est-ce que tu as des passions, Stéphane, toi, à part parce que là, tu es en mission régulièrement auprès des fabricants de DM. À tes heures perdues, j'imagine que tu gères la plateforme, que tu es en contact avec les personnes qui t'accompagnent dans ce beau projet. Quelles sont tes passions? Alors, en termes de passion, c'est un peu difficile parce qu'effectivement, je passe beaucoup de temps à travailler sur ces différents projets. Il faut dire que j'aime la musique, j'aime chanter. C'est vrai que j'ai pas toujours eu l'opportunité de véritablement chanter. La remise des diplômes, je me souviens très bien de la remise des diplômes. Je me souviens très bien quand tu as récupéré ton diplôme, le discours que tu as fait, mais tu aurais pu le chanter, ce moment. C'est vrai. Donc moi j'aime chanter et j'aime aussi les voyages. Voilà, voyager, rencontrer. Je pense que le voyage, ça donne des idées, ça permet en fait de pouvoir être créatif. Donc ouais, Quel est ton dernier pays visité? Alors, le dernier pays que j'ai visité, c'était la Chine. Donc, je suis allé en Chine. Pour le tourisme, pas pour le travail. Pour les deux. C'est-à-dire que c'était un mix entre travail, tourisme. Et j'ai beaucoup appris. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des cultures des autres.
Ça permet en fait aussi de pouvoir se remettre en question et de pouvoir aussi déconstruire certaines images. Donc oui, j'ai beaucoup adoré. Donc une anecdote, c'est que je suis en Chine, je suis dans le train. Donc, il faut savoir que les Chinois ou en Chine, dans des petits villages, ils n'ont pas l'habitude de voir des Noirs parce que et en fait, pour eux, et ça je l'ai compris une fois là-bas, ils associent Noir à États-Unis et basketball. Donc en fait, ils me demandaient si je joue au basket, ils essayaient de prendre des photos avec moi. Donc j'ai compris en fait que voilà, en fonction de là où on est, on peut avoir des perceptions différentes et pour moi c'est vraiment très riche de voir que voilà, les humains ne sont pas complètement homogènes et dans les hétérogénéités, on trouve de la richesse. Ok. En fait, c'était le nouveau Michael Jordan pour les Chinois. On va finir par un petit quiz avec des questions rapides, des réponses rapides, mon cher Stéphane. Tu connais ma passion pour le cinéma. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué? Quel film tu recommanderais? Alors, un film qui m'a marqué, je regarde pas trop de films. Je sais pas si je regarde vraiment pas. Je regarde vraiment sur recommandation, c'est-à-dire que si des gens me disent, écoute, ça tu dois regarder par rapport à ton activité ou par rapport à la conversation qu'on a eue, je vais aller regarder. Mais voilà, ça remonte à très 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 loin. Le dernier film que j'ai, donc j'ai pas vraiment de film préféré. Pas vraiment de film préféré. Ok. Est-ce que tu as une boisson, ta boisson préférée et ton plat préféré, Stéphane? Alors, ma boisson préférée, c'est de l'eau gazeuse de préférence, et je prends également du thé. Mais s'il fallait choisir thé ou gazeuse, je prendrais de l'eau gazeuse. Et en termes de plat, quand il y a du riz, je suis content. Sur toutes ses formes. Tu cuisines, toi? Ça fait longtemps que j'ai plus cuisiné, mais il m'arrive parfois de faire des petits plats. Pas très complexe, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la cuisine camerounaise en particulier peut être très complexe et très longue. Et du coup, ça demande une certaine technicité que je n'ai pas pu développer jusqu'ici. Ok. Un livre que tu recommanderais pour cet été à nos auditeurs? Alors, le livre qui m'a marqué et qui me permet en fait de comprendre l'autre, surtout dans ce que je fais au quotidien, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un livre qui traite des questions de persuasion. Donc, dans ce livre-là, on a plusieurs exemples ou bien plusieurs illustrations de la façon dont on peut persuader l'autre. Et ça permet justement de pouvoir comprendre aussi les attitudes des uns des autres, notamment dans la vraie vie et même sur les réseaux sociaux. Donc ça m'aide vraiment. Merci pour cette recommandation. Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Alors, si un personnage historique, je pense que je serais mon père. Je serais mon père qui nous a quittés en 2022. Je pense que j'ai fait quand même beaucoup de choses dans ma vie pour honorer mon papa. Okay. Si je fais de l'entrepreneuriat aujourd'hui. La personne ton mentor, c'est ton père, en fait. Ouais, je pense que ouais, il m'a beaucoup apporté. Si je fais de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est parce que tout petit, il a été salarié toute sa vie et il m'avait dit, écoute, on est épanoui quand on est entrepreneur. Si j'avais à refaire ma vie, je serais entrepreneur. Et ça m'a marqué depuis enfant. Donc du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai ce credo-là, cette volonté-là, cette envie. Donc oui, clairement, c'est mon père et je pense que il est le héros de ma vie. De ta vie aujourd'hui. Ok, c'est beau. Et si tu étais un DM, Stéphane, ou si tu devais inventer un DM, tu inventerais quoi, toi? Alors, si j'étais un DM, ça c'est une très bonne question. Il y a quelque chose qui m'a marqué en début de carrière, notamment lorsque j'ai découvert ce monde du dispositif médical qui est juste fabuleux. C'est l'appareil de circulation extracorporelle. Ouais. Tu l'avais découvert dans quel cadre? Alors, moi, je l'ai découvert dans le cadre d'une visite hospitalière. D'accord. Dans le cadre d'une visite hospitalière au bloc opératoire, on nous a présenté cet appareil et c'est juste fabuleux. C'est ce qu'on appelle appareil cœur-poumon.
c'est juste magnifique parce qu'à un moment donné, c'est cet appareil qui va prendre le contrôle et ensuite, on remet tout ce qu'on a retiré du monde. On remet tout ce qu'on a suspendu en marche. Donc, c'est juste magnifique. Moi, je pense que c'est le sommet ou c'est l'un des sommets du dispositif médical. Merci beaucoup, Stéphane, pour ce moment très sympathique. On se retrouve rapidement pour un autre podcast You Talking to Med dans les prochains jours. À très bientôt. Merci.